Ravi de vous retrouver dans cette grande session d'information. Bienvenue sur Gabon 24. Et tout de suite, les titres. Au Gabon, l'actualité reste marquée par l'audience de rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle. Le président de l'institution a appelé aux grands travaux juridiques pour adapter et faire évoluer les lois souhaitant le retour de l'opposition radicale dans l'ordre républicain. En Gambie, le président Adama Barrow est rentré ce jeudi à Banjul après un bref exil au Sénégal. Le nouveau président a été accueilli dans la ferveur populaire et la tension sécuritaire. Et puis vous verrez qu'aux États-Unis, les rassemblements anti-Trump se succèdent. À New York, des manifestants montent au créneau pour défendre les immigrés contre la loi de Donald Trump sur l'interdiction de l'immigration. Voilà pour le fil conducteur de cette grande session. Madame, Monsieur, voici votre journal. Et nous commençons par la page du Gabon. Rentrée ce jeudi, comme je le disais à l'instant, à Libreville, de la Cour constitutionnelle pour l'année 2017. L'audience solennelle s'est tenue en présence du président Ali Bongo Ondimba et des membres de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Kevin Oswald Dukaga, Jesmin Bombadianga. En présence du chef de l'État, la haute juridiction gabonaise a procédé ce jeudi au lancement de ses activités pour le compte de l'année 2017. Occasion pour la présidente de cette institution de dresser le bilan de l'année 2016, année marquée par l'élection présidentielle, une élection ayant débouché par un contentieux électoral qui a occupé tous les esprits, a rappelé la présidente de l'institution. L'élection présidentielle de 2016, il faut le dire, est celle qui a enregistré le plus grand nombre d'observateurs, plus d'1 millier, venus du monde entier. C'est une échéance qui aura donné lieu à un impressionnant contentieux pré- et post-électoral portant sur des thèmes juridiques divers et variés. Mais au-delà, la présidente de la Cour constitutionnelle s'est félicitée du travail accompli par l'institution, ce malgré les campagnes de dénigrement sans précédent à l'endroit de ses membres durant cette dure période. En ce qui concerne l'accomplissement de ces missions régaliennes sur le territoire national, il nous paraît utile de relever, pour nous en féliciter, que non seulement aucun de ces domaines de compétences n'a échappé à la sagacité des requérants, mais encore ces derniers l'ont sollicité pour s'entendre dire le droit dans des secteurs ne relevant même pas de sa compétence. Au cours de cette rentrée solennelle, le rapport d'activité a été remis au président de la République ainsi qu'au président des chambres du Parlement et au Premier ministre, principal animateur de l'action gouvernementale au quotidien. Au cours de l'audience solennelle de rentrée de la Cour constitutionnelle, le président de l'institution, Marie-Madeleine Boranto, a évoqué la nécessité d'une réécriture profonde des lois gabonaises. Retrouvons Kevin Oswald Dukaga et Josmin Bombadianga. Le lancement des activités pour l'année 2017 a été l'occasion pour la présidente de la Cour constitutionnelle de réaffirmer l'engagement de la haute juridiction à préserver l'unité nationale et consolider l'état de droit. Pour ce début de septennat, Marie-Madeleine Boranto veut des actions encore plus concrètes afin de restaurer la confiance des citoyens face aux institutions du pays. Ce début de septennat peut être l'occasion d'initier ce que nous pourrions qualifier de grands travaux juridiques. En effet, trop de normes anciennes et inadaptées, de textes épars et sans cohérence, des lacunes, des textes qui n'ont pas répercuté les modifications constitutionnelles successives, affectent encore notre système juridique. Pour y parvenir, la présidente de la Cour pense qu'il faut opérer une réécriture des grands pans du droit, puis élaborer des normes claires et protectrices pour tous. Monsieur le Président de la République, il est temps que vous usiez de votre autorité et du sens de la mesure qui vous caractérise pour faire revenir dans la compétition institutionnelle ceux qui se sont mis hors jeu des institutions. Et ceux pour qui la règle est telle que prévue par notre Constitution, les lois et règlements de la République importent peu, préférant lui substituer la violence. Une invite de la présidente de la haute juridiction qui cadre avec la volonté du numéro 1 gabonais qui tient à organiser un dialogue politique, lequel dialogue devra certainement évoquer toutes ces questions institutionnelles.
Comme dans tous les pays membres de l'Organisation mondiale des douanes, la douane gabonaise a célébré cette journée à Libreville ce jeudi. Au cœur des échanges, les enjeux actuels, l'analyse des données pour une gestion efficace des frontières au regard des avancées et des manquements que connaît le Gabon dans le domaine. Kenny Ongori. À l'instar de la communauté internationale, le Gabon a célébré ce 26 janvier la Journée internationale de la douane sous le thème « L'analyse des données au service d'une gestion efficace des frontières ». Dans ce contexte, la douane gabonaise se met progressivement aux normes internationales. Dans cette optique, la douane gabonaise, avec le concours de ses partenaires traditionnels, s'est engagée depuis quelques années dans une démarche innovante de contrôle basé sur l'analyse des risques. Les efforts du gouvernement en la matière sont visibles, comme l'a affirmé Régis Simongo, le ministre de l'économie. Depuis 2010, comme le rappelle le directeur général, des efforts ont été faits pour permettre que la douane gabonaise puisse s'arrimer à la pratique moderne. Il a cité quelques exemples, le scanner, la recherche aujourd'hui d'avoir un guichet unique au niveau de différentes administrations qui évoluent au niveau du port. Ces efforts restent tout de même un peu limités du fait du retard que connaît le pays dans le domaine de l'informatique. Le plus pressant étant sans doute celui de la mise en place d'un système informatique moderne et sécurisé. En effet, du rapport qui m'a été fait par l'expert de l'Organisation mondiale de la douane, il ressort clairement que le Gabon a pris du retard en matière de système informatique. La Journée internationale des douanes est célébrée chaque année depuis 1983 à l'initiative de l'Organisation mondiale des douanes. Cette journée est l'occasion de rappeler comment les douanes contribuent à assurer la sécurité et la prospérité des États, de leurs citoyens et de leurs entreprises. Les experts du ministère de l'économie numérique planchent depuis ce lundi sur les textes devant régir le secteur du numérique après l'adoption par le Parlement. Le point avec Jamila Bengman et Joël Tatou. Les réformes des textes du secteur économie numérique seront bientôt sur la table du Conseil d'État et du gouvernement pour leur adoption par le Parlement. Les évolutions importantes sont intervenues dans le secteur de l'économie numérique et le texte fondateur qui régissait ce secteur jusqu'à présent par les télécommunications. Nous sommes donc passés des télécommunications au numérique. Il s'agissait donc de s'adapter et de faire en sorte qu'on distingue bien ce qui relève les compétences du ministère de l'économie numérique, ce qui relève du régulateur et des autres opérateurs de l'État. La protection des données à caractère personnel, la cybercriminalité et la cybersécurité, autant d'éléments qui nécessitent une réforme du corpus légal dans le secteur du numérique. Il y a de l'évolution dans la téléphonie. Avant, on avait des fixes, maintenant on a la téléphonie mobile. Donc on a l'Internet qui est venu s'ajouter et de telle sorte que tout ce côté n'était pas juridiquement couvert. L'équipe chargée de la mise en place de ces réformes est actuellement à pied d'œuvre afin de faire éditer un texte fondateur pour dématérialiser les procédures dans les plus brefs délais pour le législateur. Avec justement l'arrivée de nouvelles technologies de l'information au Gabon, combien lisent encore la bande dessinée? Nos reporters ont tendu leur micro à travers les artères de la capitale gabonaise et ont recueilli quelques réactions. Limbrice Boubala, Kenny Ongori. Revisitons ensemble le monde merveilleux de Walt Disney pour parler de la bande dessinée appelée communément BD. Si le roman, malgré vents et marées, est toujours perceptible sur le marché du livre, au Gabon, nombreux qui en font leur livre de chevet ne semblent plus s'y intéresser. J'ai lu les Marvel, j'ai beaucoup lu les Strange, j'ai lu également les aventures des petits magazines avec Donald, des textes, À une époque donnée, on avait des bandes dessinées quelques Swing, Hakim, Zambla, et que bon, vraiment ça m'a marqué. Avec l'arrivée des nouvelles technologies, la passion semble disparaître pour faire place à la télévision et à l'Internet, outils plus accessibles. Avec les nouvelles technologies, lire les BD c'est un peu compliqué parce que on suit des films, il y a des films qui se font, etc. Mais j'encourage beaucoup mes enfants à le faire parce que au-delà de tout, ça cultive, ça permet à l'enfant d'apprendre, de comprendre beaucoup de choses. Bon, de nos jours, c'est plus trop une affaire de jeunes. Pourquoi? Parce que ça touche un peu
ça touche tous les secteurs parce que les passionnés, ici par exemple au Gabon, il n'y a pas trop de passionnés, mais dans d'autres pays, il y a des événements marquants qui rassemblent. Je dirais que je préfère plus la bande dessinée, mais il y a aussi le côté visuel, parce que quand on lit et quand on regarde, c'est pas la même chose en fait. Si la bande dessinée, de par sa lecture, permet de voyager et de s'évader tout en restant sur place, la télévision et l'Internet procurent plus de sensations et de fortes émotions. Parlons à présent de l'attestation de l'union libre. Même s'il ne crée pas de communauté de biens ni de devoirs réciproques entre l'homme et la femme qui y sont engagés, l'attestation d'union libre ou certificat de concubinage donne néanmoins droit à certains avantages comme l'assurance maladie. Kenny Ongouri nous en dit un peu plus. On peut l'appeler certificat de concubinage ou attestation d'union libre. Ce document, délivré par la municipalité et qui reconnaît l'union officieuse entre deux personnes vivant dans la même maison sans contracter de mariage. Un certificat de concubinage, c'est un document administratif qui permet à chaque agent de l'État de confirmer son état de concubinage. Puisque n'étant pas mariés, ils ont souvent besoin de ce document pour pouvoir, assurer leurs enfants au niveau de la CNAM-GS, au niveau des autres assurances. En tout cas, ce document, c'est pour ça. Parce que quand ils ne sont pas mariés, c'est difficile de prouver leur état de concubinage. C'est ce document administratif qui leur permet de le faire. Bien qu'il soit délivré par les services municipaux, cet acte ne confère aucun droit légal. Souvent, même quand les gens arrivent pour le légaliser, moi je dis toujours, faites bien les choses. Pourquoi faire les certificats de concubinage? Parce qu'un homme, lorsqu'il a déjà fait ça, il va s'asseoir dessus et il ne pensera même pas épouser la pauvre fille qui est sous son toit. Au Gabon, l'attestation d'union libre est d'une durée de 3 mois renouvelable, mais celle-ci ne crée ni communauté de biens, ni les devoirs réciproques entre l'homme et la femme qui sont engagés. Toutefois, les personnes engagées dans une union libre se doivent assistance mutuelle. En outre, en cas de décès, le survivant ne peut prétendre à rien sur les biens du défunt, sauf si celui-ci, avant son décès, avait fait acte de donation. Et j'en viens à vous parler du klaxon et de nuisances sonores pour refermer cette page du Gabon. La raison, l'usage du klaxon par les automobilistes à Libreville, la capitale gabonaise, se transforme chaque jour un peu plus en puissance, en nuisances sonores à ciel ouvert, un état des faits qui contribue à perturber fortement la bonne circulation des usagers et autres automobilistes selon les règles requises. Le constat de Limbrice Boubala sur les images de Bertin Osada. La pratique devient récurrente à Libreville. L'usage du klaxon par les automobilistes est une véritable pollution sonore à ciel ouvert qui cause bien du tournis aux piétons. Selon le code, on dit le klaxon le dernier recours devant les situations qui se présentent, un danger, c'est-à-dire danger de mort si on veut. On dit généralement c'est devant un danger de mort, un danger de 3e catégorie, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on on se sert du klaxon. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, de nos jours, le klaxon est pour toute chose, comme si c'était un bonjour, comme si c'était un clin d'œil, comme si c'était une tape à l'épaule, taper quelqu'un à l'épaule, quoi. C'est abusif. Face à cette situation, que dit donc le code de la route? Je dis, généralement, le code on dit qu'on fait usage du klaxon comme dernier recours devant un danger imminent. On dit extrême. Le code dit devant un danger extrême, c'est le klaxon. Extrême, c'est le klaxon. Ce qui concerne le klaxon, honnêtement, le klaxon, on ne klaxonne pas n'importe comment en ville. Non. On a plusieurs significations qui peuvent vous exprimer un dire. Vous voyez un peu, le clignotant, on sait de quoi il s'agit. Vous avez des appels de phare. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas l'explication de l'appel de phare. Mais il est mieux d'utiliser des appels de phare lorsqu'on veut faire un signe à quelqu'un. Le klaxon, il est normalement interdit. On peut, comme mon collègue le disait tout à l'heure, en cas de force majeure, avoir un petit coup de klaxon, vraiment un petit coup. Les nuisances sonores, qui sont une pratique condamnable, devraient amener la direction des transports à réguler tout en sensibilisant les auteurs.
Et la page Afrique s'ouvre en Gambie et c'est en bref et en images, tel qu'annoncé depuis quelques jours. Le président gambien Adama Barrow a finalement foulé le sol de son pays ce jeudi après-midi. C'est une foule immense qui a pris d'assaut l'aéroport de Banjul pour accueillir le nouveau président gambien. Adama Barrow rentre donc dans son pays 5 jours après le départ en exil de son prédécesseur Yahya Jammeh afin de mettre un terme à 6 semaines d'une crise à rebondissement. Une information à suivre au cours de nos prochaines sessions d'information. Direction la Côte d'Ivoire, où le gouvernement ivoirien a appelé ce mercredi les fonctionnaires en grève depuis le 9 janvier à mettre fin à leur mouvement d'humeur, menaçant de le déclarer illégal et de prendre des mesures appropriées. Linda Gaël Maganga s'en fait les faux. Les revendications des fonctionnaires en Côte d'Ivoire sont satisfaites à 66% par le gouvernement et selon la déclaration des délégués syndicaux, la consultation de la base devait pouvoir mettre un terme définitif à la grève débutée mi-janvier. Or, ces négociations ont eu pour résultat la radicalisation d'une partie des syndiqués qui refusent de reprendre le travail. Le gouvernement avise, si le travail n'est pas repris, il prendra acte de la rupture des négociations et ramènera toutes les parties au texte de loi. Concernant les fonctionnaires, le gouvernement salue la suspension du mot d'ordre de grève lancé par certaines organisations syndicales et se félicite de la poursuite du dialogue social. En conséquence, le gouvernement considère que les absences au poste de travail, particulièrement dans le secteur de l'éducation, sont désormais illégales. Les négociations entre les syndicats et le comité de dialogue social de la fonction publique qui se poursuivent sont celles de la dernière chance. Le mouvement de grève serait désormais considéré comme illégal. Le gouvernement pense aujourd'hui que nous sommes à la limite de ce qui aurait pu être fait et demande donc à tous les fonctionnaires qui sont concernés de reprendre incessamment le travail. Les grévistes demandent des augmentations de salaire, le paiement de certains arriérés de primes et protestent contre une réforme de retraite intervenue en 2012. La directrice générale du Fonds monétaire international, FMI, Christine Lagarde, est arrivée mercredi en Ouganda, dernière étape de sa mini-tournée africaine. Retrouvons Linda Gaël Maganga. Après Bangui, Christine Lagarde arrive par vol spécial à l'aéroport d'Entebbe à Kampala. La patronne du Fonds monétaire international assure du soutien de l'institution dont elle a la charge à chacune de ces étapes dans un contexte de baisse du coût de matières premières et d'instabilité comme ici en Ouganda. L'aide financière proposée par le FMI va s'accélérer avec le lancement officiel des projets à financer. La directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, quittera l'Ouganda en fin de semaine. La justice kenyane a donné 5 jours aux médecins et infirmiers pour mettre un terme à leur mouvement de grève qui paralyse les hôpitaux publics du pays depuis plus de 50 jours. Le récit de Larissa Matsumo. La grève qui a démarré le 5 décembre dans les hôpitaux publics au Kenya a de lourdes conséquences pour les malades dont certains sont dirigés vers des cliniques privées trop chères pour la majorité de la population. Le 12 janvier, un tribunal kenyan a condamné 7 représentants syndicaux à 1 mois de prison avec sursis, les sommant de mettre un terme à la grève. La juge Hélène Wasilva avait donné 2 semaines aux médecins et leurs représentants pour reprendre le travail, faute de quoi les 7 accusés seraient arrêtés et emmenés en prison. Mais alors que cet ultimatum a expiré jeudi, la juge a accordé 5 jours supplémentaires pour cesser le mouvement de contestation. Je suspends à nouveau la peine pour que les médecins n'aillent pas en prison aujourd'hui. Ils ont 5 jours et selon moi, ces 5 jours ne sont pas destinés à la négociation. C'est de mettre un terme à la grève parce qu'il s'agit d'un cas d'outrage. C'est pour mettre fin à la grève, les négociations devraient être de côté. Les quelques 5000 médecins du secteur public ont fait valoir leurs revendications principales. Une multiplication de leur salaire par 4 figurait dans un accord de négociation collective signé en 2013, mais qui n'a jamais été appliqué.
Les grévistes qui dénoncent la corruption endémique gangrénant le pays bénéficient du soutien de nombreux Kenyans. À l'approche des élections prévues en août, la grève des médecins est un dossier épineux et potentiellement dommageable pour le président Uhuru Kenyatta qui briguera un second mandat. Pas en reste vos actualités hors du continent. Tout d'abord en France, dimanche prochain, le second tour de la primaire organisée par le Parti socialiste opposera Benoît Hamon à Manuel Valls. Ce mercredi soir, les deux hommes ont affirmé leur désaccord lors du dernier débat télévisé, mais sans virulence. Retrouvons Larissa Matsumu. Bonsoir à vous deux. C'est le thème du travail qui a ouvert la soirée et qui a donné le ton pour la suite du débat. Je ne veux pas d'une vision disant au fond le travail disparaît, on s'y résout et après tout on partage, a lancé Manuel Valls dès les premières minutes, accusant son adversaire de porter un message de découragement et d'abdication sur le chômage avec sa proposition d'un revenu universel tout en reconnaissant sa cohérence. D'un côté, Benoît Hamon, tenant d'une gauche capable de proposer un futur désirable, propulser un imaginaire puissant grâce notamment à son revenu universel d'existence qui a encore focalisé une partie de ce débat de l'entre-deux tours. De l'autre, Manuel Valls en position de challenger derrière son ex-ministre de l'Éducation et à l'offensive pour défendre une gauche crédible désireuse de ne pas créer d'illusions. Benoît Hamon, qui défend notamment la semaine de 32 heures, a souligné son désaccord important avec Manuel Valls, lui reprochant de n'avoir à opposer aux études sur l'impact du numérique sur le travail que sa foi et sa croyance. Même mésentente cordiale sur le thème des déficits et de la dette. Alors que Manuel Valls a défendu la maîtrise de la dépense publique et des déficits, Benoît Hamon a plaidé pour des investissements importants en matière de transition énergétique, quitte à aggraver les déficits. La discussion s'est envenimée sur le sujet de la laïcité et du voile islamique, thème cher à Manuel Valls, rappelant que Benoît Hamon s'était exprimé contre la loi interdisant le port du voile intégral en 2010. Manuel Valls a pointé du doigt le fait qu'un de ses porte-paroles, Alexis Bachelet, avait organisé une réunion avec le collectif contre l'islamophobie en France contre la prolongation de l'état d'urgence. Direction les États-Unis où Donald Trump souhaite expulser les immigrés clandestins ayant un casier judiciaire, une politique dénoncée par de nombreux maires aux États-Unis qui ont annoncé leur volonté de transformer leurs agglomérations en villes sanctuaires pour ces immigrés. Jamila Bengman. Plus de 200 villes et 300 juridictions locales aux États-Unis revendiquent aujourd'hui ce statut de ville sanctuaire. Il ne s'agit pas des moindres, puisqu'on retrouve les plus grandes métropoles de New York à Los Angeles, en passant par Denver ou encore Chicago. Des villes et des juridictions qui estiment qu'elles n'existeraient pas sans l'immigration. Ce statut de sanctuaire n'est pas anodin aux États-Unis. Ce titre existe depuis les années 80, lorsque des églises accueillaient des réfugiés provenant d'Amérique centrale qui ne remplissaient pas les conditions pour obtenir l'asile. Ces villes et ces juridictions ont annoncé qu'elles ne coopéreraient pas avec les services d'immigration. Certaines d'entre elles ont mis en place des textes alternatifs leur permettant de refuser notamment des demandes d'incarcération présentées par les services d'immigration. Face à cette résistance, Donald Trump a décidé de sévir en signant ce mercredi un décret pour priver ces villes et ces juridictions de fonds fédéraux. Des fonds qui peuvent parfois représenter des sommes considérables. CNN parle de plus de 10 milliards de dollars, environ 614 milliards de francs CFA pour la seule ville de New York. Reste que cette annonce de la Maison-Blanche pourrait avoir de lourdes conséquences dans les budgets de ces grandes agglomérations. C'est ce qu'a laissé entendre mercredi soir Bill de Blasio, le maire de New York, qui parle de menaces sur le prochain budget de sa ville. Et nous restons aux États-Unis où un rassemblement a eu lieu ce mercredi dans la ville de New York pour défendre les immigrés contre la loi du président américain Donald Trump sur l'interdiction de l'immigration. Le récit de Larissa Matsumu. Plus d'1 millier de personnes ont manifesté mercredi à New York pour dénoncer les mesures anti-immigration du nouveau président Donald Trump. Des manifestants de toutes origines se sont rassemblés dans le calme après 17h, soit 22h GMT, dans le parc de Washington Square, au sud de Manhattan. De nombreuses pancartes appelaient à la défense des droits des musulmans et la poursuite de l'accueil de réfugiés venus de Syrie ou d'autres pays musulmans en proie à des conflits. C'est vraiment effrayant, a déclaré une musulmane originaire du Bangladesh. Depuis que Donald Trump a été élu, j'ai vraiment l'impression que l'islamophobie a augmenté et cela ne peut que continuer car il a donné du pouvoir aux racistes dans ce pays.
Je me suis mariée à un immigré, mes amis sont immigrés, nous sommes une ville d'immigrés et nous devons défendre nos communautés, a déclaré pour sa part une autre manifestante. Donald Trump a signé mercredi un décret sur l'immigration prévoyant, comme promis pendant sa campagne, l'érection d'un mur entre les États-Unis et le Mexique et privant de fonds fédéraux les villes qui refusent de coopérer avec les ordres d'expulsion de clandestins des services fédéraux de l'immigration. Il pourrait signer dès jeudi un autre décret limitant l'accès aux États-Unis pour les réfugiés et les détenteurs de visas en provenance d'Irak, d'Iran, de Libye, de Somalie, du Soudan, de Syrie et du Yémen. Et puis, pas en reste, le président mexicain Enrique Peña Nieto, qui a condamné mercredi le projet de son homologue américain Donald Trump de construire un mur à la frontière entre les deux pays. Il s'est engagé à défendre les migrants mexicains aux États-Unis. Linda Gaël Maganga. Le président mexicain condamne le projet du mur à la frontière du Mexique et des États-Unis. Après avoir refusé de contribuer à la construction de ce mur proposé par son homologue Donald Trump, il s'est engagé à défendre les migrants mexicains. J'ai donné l'ordre au ministère des Affaires étrangères de renforcer les murs de protection pour nos compatriotes. Les 50 consulats aux États-Unis se transformeront en réels défenseurs des droits des migrants. Nous devons être présents lorsqu'un migrant mexicain en situation de risque a besoin de notre appui. C'est là où doit être son pays. Le président Enrique Peña Nieto a souligné que son pays ne croyait pas à la construction de ce mur. Le Mexique offre et exige le respect en tant que nation souveraine. Le Mexique réitère son amitié envers le peuple des États-Unis et la volonté d'en arriver à des accords avec son gouvernement, des accords qui seront à l'avantage du Mexique et des Mexicains. Toutefois, une rencontre entre les deux chefs d'État est prévue à la fin du mois de janvier. Le rappel des titres avant de refermer cette grande session. Au Gabon, l'actualité reste marquée par l'audience de rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle. Le président de l'institution a appelé aux grands travaux juridiques pour adapter et faire évoluer les lois souhaitant le retour de l'opposition radicale dans l'ordre républicain. Nous étions en Gambie où le président Adama Barrow est arrivé ce jeudi à Banjul. Après un bref exil au Sénégal, le nouveau président a été accueilli dans la ferveur populaire et la tension sécuritaire. Et vous l'avez vu à l'instant aux États-Unis, les rassemblements anti-Trump se succèdent à New York. Des manifestants montent au créneau pour défendre les immigrés contre la loi de Donald Trump sur l'interdiction de l'immigration. Voilà. Madame, Monsieur, tout ce qui a retenu notre attention pour cette grande session d'information, au nom de toute l'équipe, merci de nous rester fidèles. L'information continue sur Gabon 24, mais en attendant, n'oubliez surtout pas que quoi qu'il arrive entre-temps, gardez le sourire. Au revoir.